Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS 1 pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Comment Ebomaf Mahamadou Boukongo a failli acheter une villa au cœur d'un plan de déstabilisation et d'assassinat contre le dirigeant Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Une villa située à Lomé, au Togo, quartier de Cité OUA, non loin de la présidence togolaise. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû remarquer, il y a 24 heures que j'ai publié une photo expliquant que cette maison avait été habitée par Paul-Henri Damiba, logé par l'État togolais après sa fuite vers le Togo. Donc tout ce que je vous dis dans cette vidéo n'émane pas de moi, mais de sources qui nous ont contactés et qui ont eu le courage de nous transmettre les informations. Cette villa qui s'affiche ici, en haut de mon écran, a été habitée quelques mois par Paul-Henri Damiba, ancien président déchu du Burkina Faso. Dans cette villa, il y a eu des rencontres, planification de plans de déstabilisation contre le Burkina Faso, financés directement par la France, les services secrets français, qui ont pris contact avec Paul-Henri Damiba pour le soutenir. Ce plan était supervisé directement par le régime togolais, la présidence au Togo, dirigée par Faure Gnassingbé, puisque c'est le chef corps des bérets verts de la présidence, lui-même en personne, le colonel Awish, j'affiche ici sa photo, qui supervisait le recrutement des mercenaires, anciens militaires de l'armée togolaise, d'autres de nationalité ivoirienne et burkinabé, qui étaient censés lancer une attaque contre le Burkina Faso et son dirigeant. Après des mois de formation, de repérage, où la France avait envoyé des spécialistes, des anciens membres de l'armée qui sont arrivés au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour recueillir des informations sur les déplacements, le nombre de voitures, de gardes du corps, la sécurité autour du président Ibrahim Traoré. Ces gens étaient liés directement au réseau dirigé par la présidence au Togo pour renverser le dirigeant Box. Faure Gnassingbé est une marionnette pure et dure de la France-Afrique contrôlée par la France. Le Togo est un camp de concentration de la France. Et je veux vous le démontrer dans cette vidéo. Vous le savez, je n'aime pas parler pour rien. Quand je parle, je vous mets tout le temps les preuves. Pour commencer, regardez cette photo. Connaissez-vous cette personne? Oui ou non? Regardez cette photo. Êtes-vous au courant de cette personne? Non. Alors si je vous mets ça, vous êtes maintenant au courant, vous voyez qui c'est. Ce monsieur que vous voyez à l'écran, c'est en général 5 étoiles de l'armée française que la France a décidé de placer au Togo pour diriger l'armée togolaise. C'est le conseiller spécial privé de Faure Gnassingbé. Et qui dit conseiller dans le réseau France-Afrique, c'est juste un titre. En réalité, c'est celui qui surveille Faure Gnassingbé et la présidence pour le compte de Paris de la France. Ce monsieur qui est en charge de la lutte contre, entre guillemets, le terrorisme au nord du Togo. Et c'est lui qui empêche toute information de circuler sur les activités de l'armée togolaise, les attaques terroristes, etc. au nord du pays. Comment peut-on dire aux Togolais que le Togo n'est pas contrôlé par la France, que Faure Gnassingbé n'est pas une marionnette de Paris, que ce dernier ne reçoit absolument pas des ordres
de l'Élysée pour gouverner le Togo. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que le manque d'accès à l'information au Togo plonge une partie de mon peuple dans l'ignorance. Parce que quand était la seule solution, la seule option, ou dirais-je, les deux options qui peuvent faire chuter ce régime, c'est un coup d'État patriotique militaire ou un soulèvement populaire armé mené par un mouvement politico-militaire bien organisé, bien structuré. Alors face à cela, je viens encore une nouvelle fois vous proposer mes services. Je suis prêt à prendre la tête de ce mouvement politico-militaire si, parmi tous ces militaires vaillants qui ont déserté, qui ont de l'expérience, aucun ne souhaite prendre ses responsabilités. Je suis prêt à le faire. Mais pour cela, il faut les moyens. Il faut que nous soyons structurés. Je pense que c'est la seule option pour nous libérer de ce régime tyrannique et de ses complices, pour nous défaire de Faure Gnassingbé et de sa barbarie, de son cannibalisme. Nous sommes nés avec ce régime. Nos parents sont nés avec ce... Et c'est de notre devoir de faire en sorte que nos enfants puissent grandir dans un pays de paix, dans un pays prospère, un pays de tranquillité, débarrassé des parasites qui sont les Gnassingbé. Je suis disponible et disposé à discuter avec toute personne. Si les propositions que je viens d'énumérer dans cette vidéo vous conviennent, vous pouvez prendre attache avec moi en m'écrivant directement et nous allons discuter. En attendant, je vous dis, la révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. C'est votre commandant en chef de la Ligue de défense noire africaine. Salutations révolutionnaires, chers peuples d'Afrique et du monde. Sous sanction de l'Union européenne, ce que cela fait à ma vie. Alors, j'ai décidé ce 21 décembre 2025 de répondre à tous ceux qui m'envoient des messages ou me laissent des commentaires. Parce que j'ai vu certains commentaires, il y a des personnes qui pensent que en parler et dénoncer ces sanctions sur ma vie que j'ai reçues injustement depuis le mois de mai de la part de l'Union européenne concernant mes engagements politiques, mes opinions, la lutte pour l'émancipation du peuple noir et de l'Afrique, c'est me victimiser. Je vais répondre à ceux-là et aussi à ceux qui soutiennent et qui veulent en savoir un peu plus, peut-être parce que ces personnes ne réalisent pas les conséquences quand on vit sous sanction de l'Union européenne. Donc dans mon cas, à cause de mon engagement et de mon activisme panafricain, je répète, pour l'émancipation du peuple noir et la souveraineté africaine. La première, il y a ce que je qualifie de l'asphyxie financière. Parce que quand ils ont pris ces sanctions, mes comptes ont été gelés ou fermés. Impossible de recevoir pour moi un salaire, des dons, de payer mon loyer. Oui, depuis des mois, j'ai du mal à payer mon loyer ou même des frais médicaux. Tout devient un combat, une difficulté quotidienne. Deuxième conséquence, il y a la mort civile administrative. Parce que être sous sanction, cela signifie que impossible de créer une entreprise, ouvrir un compte, signer un contrat, louer un logement ou même une chambre d'hôtel, etc. Tout est bloqué. Je deviens invisible, mais surtout surveillé par les services, même si c'était déjà le cas, mais on est surveillé. La troisième conséquence, pour moi, c'est la restriction de mouvement. Oui, parce que je n'arrive plus à circuler, je ne suis plus libre de voyager. Voyager, que ce soit dans l'Union européenne, déjà m'est interdit. Les visas ailleurs deviennent compliqués à débloquer, surtout que mon passeport a été fiché et que j'ai un problème de documents pour voyager.
Et quatrième conséquence, il y a ce que j'appelle l'isolement social. Amis, partenaires, ONG et médias prennent subitement leur distance. Parce que être listé, être sous sanction, devient une étiquette qui fait peur. Oui, je le vis et c'est ce que je ressens. Quatrième conséquence, l'absence de défense juridique. Parce que ces sanctions sont politiques. Ce ne sont pas des sanctions pénales, ce ne sont pas des sanctions qui sont justifiées. Non, ce sont des sanctions administratives. Parce qu'il n'y a pas de procès équitable. Les recours existent, mais ce sont des recours qui sont longs. Et dans mon cas, je n'ai pas pu le faire parce que ce sont des recours coûteux. Et entre-temps, vous savez, moi je n'ai plus rien, je survis à peine, donc je ne pouvais pas et je ne peux pas me payer malheureusement un avocat pour faire un recours face à cela. Et de toute façon, le délai est déjà passé. Sixième conséquence, la pression psychologique. Vivre sous sanction, c'est l'incertitude constante. La peur de pénaliser mes proches, ma famille, mes enfants, et surtout un sentiment d'injustice permanent, surtout quand on ne reçoit pas un soutien, une solidarité nécessaire pour y faire face. Septième conséquence, je dirais, c'est plutôt un message politique, parce que derrière ces sanctions servent surtout d'avertissement. Voici ce qui arrive à ceux qui dérangent le narratif dominant, le narratif impérialiste. Elle vise surtout à décourager l'engagement et la liberté de parole chez les autres panafricanistes, chez les autres personnes qui veulent s'engager. Les sanctions de l'Union européenne ne sont pas seulement un outil diplomatique, non, ce sont des armes puissantes, politiques, qui frappent sans procès et transforment une personne, un simple activiste politique panafricain, libre comme moi, en paria légal, parfois sans jamais être jugé. Donc, si je sollicite l'aide de certaines personnes, des autorités et surtout le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Non, ce n'est pas parce que je suis en train de m'ennuyer. Non, c'est vraiment parce qu'il y a des conséquences aujourd'hui sur ma vie. Et c'est pour cette raison que je me permets publiquement de m'adresser et de solliciter l'aide des autorités burkinabées, en particulier du leader Ibrahim Traoré, pour qu'il puisse m'apporter un soutien, voire même d'autres États, d'autres personnes qui peuvent m'apporter un soutien pour tenir face à ce que je vis depuis le mois de mai.